Mais Trump, malgré tout, Ouais, malgré manifestement. les erreurs, il y a un stamina, il y a une énergie qui, qui est indéniable. C'est une force de la nature, ce gars-là. C'est pas possible. Bonjour à tous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez vous abonner pour accéder aux épisodes d'avance et même à du contenu exclusif, eh bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Sur YouTube, vous pouvez descendre la page, vous pesez sur le bouton Se joindre. Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont celle de vous abonner pour une somme modique mensuelle. Vous allez avoir les épisodes 3 semaines d'avance ainsi que du contenu exclusif pendant une durée de 3 mois. Sinon, si vous voulez écouter les épisodes d'avance, juste les écouter, vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon également. Le lien est juste en bas dans la description. Et sinon, on se voit à chaque mardi pour un nouvel épisode. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Écoutez, je pense ne pas me tromper en affirmant que depuis quelques mois, on ne fait que parler de Donald Trump au Québec, au moins en tout cas. Et je pense que le point de vue québécois sur Donald Trump peut être intéressant, mais c'est un point de vue qui est extérieur. Hein? On lit les journaux québécois, on se renseigne comme ça, les grands titres. Bien peu d'entre nous s'intéressent au point de vue américain, à l'expérience américaine de Donald Trump. Donc, j'ai pensé inviter un correspondant de la presse qui a été aux États-Unis pendant la campagne électorale, un chroniqueur bien connu au Québec, Yves Boisvert, qui était aux États-Unis dès le mois d'avril 2024, qui est resté jusqu'en novembre, jusqu'à l'élection, qui ensuite est revenu au Québec. Non, je suis même resté, je suis resté 1 an en fait. Okay. Je suis revenu le 17 mars. Le 17 mars? Oui, de cette année. Et vous vous êtes intéressé, d'abord, bienvenue là, à Il reste du monde. Vous êtes intéressé, je pense, à cette élection-là, pas comme certains s'intéressent à un jour du vote, on regarde une élection, on sait qu'il y a cette date-là, que cette journée-là, il va y avoir une élection. Vous êtes parti là-bas aussi longtemps parce qu'il y avait quelque chose comme une expérience anthropologique là, à faire sur place. Ouais, peut-être, oui. Moi, je ne suis pas allé comme correspondant pour couvrir, disons, les intrigues politiques. Je ne suis pas allé pour couvrir le Capitole, voir les jeux de coulisses des sénateurs, ainsi de suite, ce qui est tout à fait pertinent, mais ce n'était pas ça mon mandat. C'était d'expliquer ou de m'expliquer ou d'essayer de comprendre ce pays-là qui est très complexe et qui est très divers et qui a plein de facettes. Et je vais faire un peu un flashback. La première fois que je suis allé faire, disons, ce genre de travail-là, c'est après la première élection de Donald Trump. Donc, on est en novembre 2016. Donald Trump est élu. Il est à peu près à 11h15 le soir de l'élection. On n'a pas vu ça venir. Aucun grand média n'avait prédit ça. Les sondages semblaient montrer une victoire de Hillary Clinton. Qui a remporté le vote populaire. Qui a remporté le vote populaire, mais qui a perdu l'élection. Alors, panique un peu, c'est-à-dire, on est à côté de la plaque, oui, d'accord, oui, mais les sondages sont supposés de tenir compte aussi du jeu du collège électoral, puis de nous donner un portrait de la victoire selon les règles américaines, pas juste sur le vote populaire. Et donc, je me retrouve dans le bureau du rédacteur en chef, on fait une réunion, on est 3-4, puis écoute, il faut qu'on comprenne ce qui est arrivé. Il faut parce que c'est tellement surprenant, entre autres, même pour beaucoup d'Américains, mais pour les Québécois. Quand on voyage aux États-Unis, là, comme Québécois, où est-ce qu'on va? On va beaucoup sur les plages du Maine, on va à New York, on va à Boston. En Floride. En Floride, mais souvent en Floride, beaucoup vont entre Québécois ou dans des fois en Californie. Si on va en Californie,
Ça risque d'être dans des villes comme San Francisco, Los Angeles. Et même quand on voyage, même si on va au Texas, oublions pas que les 6 plus grandes villes du Texas ont voté démocrate. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas de contact beaucoup, je parle en général, avec l'Amérique rouge. Donc, les républicains, les gens, le MAGA, le Trump Nation, ça fait pas, c'est pas dans le radar de la plupart des Québécois. En tout cas. Donc, ce soir-là, mon boss me dit, écoute, tu pars demain matin, il y a un vol, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y a un vol pour Houston à 6h30 demain matin. Fini ta chronique avant. Et puis, je dis, OK, mais je fais quoi? Ben, regarde, prends un char, puis trouve une personne par jour qui a voté pour Donald Trump, puis raconte-nous sa vie. Je fais OK. Et là, je me retrouve dans l'avion le lendemain. Je fais, oh boy. Normalement, tu as un genre de plan, tu vois, quand tu t'en vas en reportage. C'est un peu où tu vas aller, des rendez-vous. Là, je loue mon auto, j'ai un itinéraire, je vais m'en aller vers la Pennsylvanie, parce que je sais que je finis à Philadelphie, mais entre les deux, là, j'ai aucune idée. Et donc, je roule vers Houston de l'aéroport, j'ouvre la radio, puis là, c'est une tribune téléphonique. Et là, les gens appellent un après l'autre. Ils disent, ouf, ah non, mais on l'a-tu échappé belle. Imaginez si Hillary Clinton avait été élue. Et là, c'est le grand soulagement dans cette émission-là. Et là, un après l'autre. Je dis, ah, OK, c'est intéressant. Là, je vois, ils expliquent pourquoi, ils expliquent qu'ils considèrent qu'il est corrompu, qu'il est trop à gauche, ainsi de suite. Mais C'est comme si beaucoup de passion. l'impensable est renversé. L'impensable pour nous ici, c'est ce qui vient de C'est- survenir, et eux là-bas, autres, c'est ce à quoi ils ont échappé. Exactement. Et là, je commence, puis là, je rencontre des gens. Puis là, moi, ce que je faisais, je parlais presque pas de politique, dans le fond. Je parlais de politique. Je commençais pas comme ça. Je commençais par voir c'était quoi la vie des gens. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pouvais rencontrer quelqu'un qui faisait des barbecues dans une petite ville du fond du Texas. Où je pouvais rencontrer. Je suis allé aussi dans un cocktail de financement à l'Orchestre symphonique de Saint-Louis. Je me suis ramassé là. Donc là, c'était une autre sorte de républicains. Ça, c'est les républicains d'affaires qui veulent pas un État trop gros. Ils n'aiment pas vraiment Trump, mais il va livrer la marchandise. Ensuite, des fois, plusieurs personnes, quand on se promène dans la rue, plusieurs personnes par hasard, et comme il y a beaucoup de gens qui ont été incarcérés, qui me disaient, non, je peux pas voter, I'm a felon. Donc, si tu as été condamné pour une offense criminelle d'une certaine gravité, dans plusieurs États, tu n'as pas le droit de vote. Ah oui. Et il me disait, mais moi, je voterais pour Trump. C'est un gars tough, je l'aime. Donc, toute une mosaïque de réalité, mais qui était en fait des histoires américaines très diversifiées. Si tu vas au Missouri, si tu vas au Kentucky, à Lexington, dans le pays des chevaux, si tu vas chez les Amish en Pennsylvanie, c'est une mosaïque d'une diversité incroyable. Donc, j'ai fait ça pendant 2 semaines et je pense que ça a eu un certain succès dans le sens que les gens font, OK, c'est pas nécessairement on a Des cons, des imbéciles, Non, c'est ça, parce que là, on a l'image souvent disons, le type avec un chapeau de fourrure et des cornes qui est en train de défoncer le Capitole, ou des gens qui sont au rallye de Donald Trump, qui sont une gang très particulière, qui sont des vrais fans, des fans dans le sens comme qui vont à un concert rock ou à un match de sport. C'est ce niveau d'intensité émotive. Mais ça, c'est pas le voteur moyen. Donc, ça m'a permis de raconter des histoires, mais aussi à la fin, bien sûr, dans la conversation, je suis un journaliste, je viens du Canada, j'ai un accent français, donc c'est pas menaçant. Les gens parlent volontiers. Donc, ça, c'est en 2016.
je suis couvert de la même façon un peu les élections euh, en 2020. Je suis allé une couple de fois. Et là, donc, le mandat, c'était de faire un peu la même chose, de raconter, parfois dans des enjeux, certains enjeux, je sais pas moi, la décriminalisation de la drogue, la frontière, ainsi de suite, mais de raconter les histoires américaines et de parler, au fond, de l'élection. Mais moi, le mandat que moi, je m'étais donné, c'est de raconter ce que je peux pas raconter de Montréal. Parce qu'on peut le couvrir, puis ce qui se passe à Washington, ben on l'a en direct, hein, ici, on peut le voir, on peut l'entendre, on peut l'analyser, et on n'a pas besoin d'être sur place. De toute manière, même à Washington, on n'a pas des accès directs très souvent, là. Mais donc, c'était de donner une couleur, une saveur, une odeur à ce pays-là pour essayer de le comprendre. Parce que je fais de la chronique, donc je donne l'opinion, et elle est assez claire au sujet de Trump, mais je ne vais pas là pour, disons, me quereller avec des gens qui ne sont pas de mon avis. Je vais là pour essayer de comprendre. Je vais là pour, vous avez dit anthropologie, disons, disons sociologie. Ouais, vous pourriez être plus modeste, mais bon. Non, non, mais c'est parce qu'anthropologie, ça fait un peu. Mais euh, mais c'est de comprendre. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que sont les motivations? Mettre une épaisseur humaine sur des statistiques et des sondages. C'était ça le mandat. Ben, c'était aussi, j'imagine, de rendre possible l'opinion que vous avez. C'est-à-dire qu'une opinion, c'est quelque chose qui est nourri Oui, par des faits déjà, puis par une expérience, donc une certaine forme d'écoute, au moins, un petit peu. On ben essaie oui, d'écouter les gens, de les oui, oui. comprendre. Donc, on pourrait dire, bon, le travail d'Yves Boisvert est un petit peu trop à cheval entre l'opinion et le journalisme, Mhm. mais en réalité, quand on vous lisait, c'était mon cas, en tout cas, je vous lisais plus en 2024 qu'en 2016. Dans ce contexte-là, j'avais vraiment l'impression que l'opinion que vous nous offriez par la suite, elle était nourrie pour une fois. Parce que c'est un reproche que je pouvais faire à d'autres chroniqueurs, qu'ils soient d'ailleurs pro-Trump ou pro-Harris, si vraiment on pouvait les appeler comme ça, c'était finalement de se contenter des grands titres, de se contenter de ce que vous appeliez les intrigues politiques. Il y avait autre chose que ça. Il y avait l'Amérique. Et l'Amérique, elle vous a dit des choses quand vous Oui. êtes allé la rencontrer. Elle vous a dit quoi? Ben, elle m'a dit que. Ben, elle m'a dit plusieurs choses. Je peux pas et je veux pas résumer ce pays-là d'un seul coup, mais on va prendre on va prendre un thème classique, disons la, la, la mort de Small Town America, la désindustrialisation, mais qui est aussi la déshumanisation. Alors, Butte, Butte, qui est Butte, euh, Nebraska. Euh, Peu d'agents de voyage vont vous recommander Butte. Alors, c'est là où a grandi Tim Walz. OK. Nebraska, c'est des champs de maïs et c'est des plaines et c'est un endroit avec des ciels qui changent d'un seul coup. Mais disons que c'est une sorte de Saskatchewan. Et pour qu'un village s'appelle Butte, c'est qu'il y a une petite dénivellation. C'est littéralement une butte. Et donc, c'est un village à peu près 300 personnes. Euh, L'école secondaire a fermé, il faut aller au village voisin. Il y a une école primaire qui survit de justesse. Et là, j'arrive là, puis j'arrive dans la rue principale. C'est très large, très, très large. Et tous les commerces sont placardés. Puis là, je vois une femme qui s'approche du bureau de poste. Le bureau de poste est encore ouvert. Puis là, j'allais là pour qu'on me parle de Tim Walz, qui est encore connu par des gens. Sa mère habite encore là. Euh, et bon, les gens m'en ont parlé. Les gens, pour résumer en gros, m'ont dit ben, il est sympathique, c'est un bon gars, mais nous autres, on n'est pas démocrates. Et cette femme-là me dit, ben, je lui fais décrire un peu le centre-ville, puis elle dit, mais elle avait peut-être 75 ans, et elle a vécu toute sa vie là. Et elle me dit, ah, mais elle dit, ici,
sais plus ce que c'était. Et là, elle commence à me raconter ce qu'il y avait. Ici, on allait chercher de la crème glacée. Le vendredi, ici, il n'y avait pas moyen de se stationner. C'était bourdonnant. Il y avait 3 stations-service. Maintenant, si tu veux faire le plein, il faut que tu ailles à 10 000 d'ici. Il y avait un restaurant là, il y avait un autre restaurant là. Mon père m'amenait ici. Et là, elle recréait un but qui n'existe plus depuis longtemps. Et là, il y avait un bar. Il reste un bar. Le bar, Il reste toujours un bar dans ces endroits-là. oui, mais lui, de justesse, parce que j'ai rencontré la propriétaire qui m'a dit que la municipalité paie le loyer ou est propriétaire de l'édifice pour que le bar survive, qu'il reste au moins ça. Puis là, on va jaser avec le monde dans le bar, puis tout ça. Alors, à un moment donné, il y a une femme à qui je dis Make America Great Again. Là. Ça vous parle, hein? Elle dit ah oui, ça me parle. Elle dit ben oui. Elle dit, c'était mieux avant. C'était mieux avant. On était bien. On avait des amis, on avait des voisins. Les enfants jouaient dans la rue. Les enfants, il n'y en a plus. Quand il y en a, ils sont dans leur sous-sol, ils sont sur leur ordinateur. C'était mieux avant. Fait que ça, là, c'est tellement fort comme slogan. C'est pas. Là, après, on l'analyse, on peut. Oui, mais de quoi vous parlez? Les années 50, il y avait des injustices, il y avait. Les droits civils n'étaient pas affirmés, etc. Je pense pas que c'était mieux avant. Mais eux, c'était mieux avant. À Butte, Nebraska, c'était bien mieux avant. La vie était mieux. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, il y a un gars qui me dit, lui, il avait une job de camionnage, on va dire. Mais il y avait quelques hectares de terre, de maïs. Puis j'ai dit, ouais, mais comment vous faites pour cultiver ça? Vous ne pouvez pas être fermier. Puis, ben oui. Maintenant, quand c'est le temps de. Mon frère me prête sa moissonneuse batteuse, je fais ça tout seul, pas besoin de pompe. Alors, avant, ben, il y avait des travailleurs agricoles, il y avait moins de machinerie, il y avait des gens, il y avait une usine un peu plus loin pour ci ou ça. Donc ça, cette Amérique-là, je l'ai vue, et elle est nostalgique. C'est la campagne qui vieillit. C'est pas juste aux États-Unis, hein. C'est partout dans le monde. Et c'est au Québec aussi, là. C'est en Italie. Vous allez dans les villages, les beaux vieux villages en Italie, c'est les vieux qui sont là. Et c'est une Amérique qui se contente des promesses d'une certaine façon parce que c'est une Amérique qui est cynique par rapport aux gouvernements qui sont passés, qui est nostalgique d'une vieille époque, mais quand nostalgique d'une vieille époque, on pourrait me dire c'est un pléonasme, mais c'est parce qu'elle est vraiment vieille, cette époque-là. Oui. C'est pas il y a 10 ans, c'est pas, même pas il y a 20 ans. Et là, maintenant, on a un homme qui se présente en 2024, qui se représente et qui leur dit ça va être cette Amérique-là que je vais vous ramener. Oui. Et ils se disent, il n'a pas tellement amélioré la condition des États-Unis entre 2016 et 2020, mais en même temps, il nous le promet. Ouais, alors que du côté démocrate, on nous le promet même pas. C'est ça qui les alimente. Il y a ça. Il y a aussi que le choc de l'inflation, qui est véritable, qu'on a vécu ici aussi, mais moins qu'aux États-Unis, ça c'est très concret. Je suis plus capable de payer mon loyer. J'ai 2 jobs. Mais beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Des gens qui seraient censés être dans la clientèle démocrate, des migrants, à qui je disais, un type à Miami, dans Little Havana, bon, là, c'est un bastion républicain, mais quand même, le gars avait traversé le Rio Grande à la nage, et puis, donc, il était entré illégalement. Mais je disais, oui, mais ça vous trouble pas ce qu'il dit sur les migrants? Il dit, non, il y en a des criminels. Non, c'est correct, là, il y a trop d'immigrants. Mais moi, je suis correct. Moi, j'ai fini par avoir mon permis. Mais oui, il faut contrôler ça. Mais l'autre chose qui ressort de ça, c'est que les fermiers, le gars, je reviens à Butte, c'est le rapport à Washington. On appelle ça les flyover states, c'est-à-dire que c'est des endroits où les gens n'arrêtent pas. Les médias, c'est Los Angeles, c'est New York, c'est les 2 côtes, c'est Chicago, Texas. Entre les deux, tu passes par-dessus en avion. Flyover. Nebraska, ils n'arrêtent même pas. Alors, et là, le gars à qui je parlais me dit,
Tu sais, c'est nous autres, là, à qui je demandais pourquoi vous trouvez sympathique Waltz, mais pourquoi ça ne vous change pas votre vote? Non, tu sais, moi, je fais pousser du maïs, là, puis il y a des fonctionnaires à Washington qui me disent que j'ai pas le droit d'utiliser ça. J'ai pas le droit d'utiliser ça. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Puis là, ils savent même pas, ils sont jamais venus d'un champ. Ils savent même pas comment ça marche. Puis là, ils vont venir me dire, moi là, comment. Puis, faut pas oublier le fait que dans des régions qui sont éloignées, je sais pas, mon Montana aussi, Montana, c'est gros comme l'Allemagne, là. T'es loin. Les gens qui ont été des pionniers, là, ils ont travaillé sans le gouvernement, là. Ils se sont installés par eux-mêmes, là. Je comprends bien que pour eux, là, ils ne sont pas fascinés par l'idée qu'ils vont être aidés par le gouvernement parce qu'ils se sont débrouillés historiquement seuls. Ils ont développé une forme d'autonomie, éventuellement d'hostilité, même dans plusieurs cas. Là, le gars, à la fin de l'entrevue, me dit, mais il faut dire, évidemment, je le sais qu'on reçoit plein de subventions du gouvernement, ce qui fait qu'il leur demande de faire ci ou ça, d'avoir des règlements, puis l'environnement, et ainsi de suite. Donc, il voyait bien lui-même les contradictions, dans le sens que l'agriculture est hyper subventionnée aux États-Unis. Mais je ne serai jamais démocrate. Alors, donc, c'est cette Amérique-là aussi, de méfiance face au gouvernement, c'est un vieux thème historique aux États-Unis. Ça se décline de toutes sortes de façons. On n'a pas besoin d'être libertarien pour être méfiant du gouvernement, mais ça, tu le rencontres de plusieurs façons. Et Trump jouait sur cette question-là. Maintenant, à savoir comment ils sont maintenant, comment ils réagissent, là, je vois déjà des reportages un peu là, à CNN, là, ils vont rencontrer un fabricant de bourbon au Kentucky. Kentucky est très, très rouge. Et puis là, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent plus en vendre au Canada, ainsi de suite. Mais les gens ne sont pas au point de regretter leur vote encore. Oui, puis il faut aussi se rappeler qu'une crise qui est économique pour les Canadiens et les Québécois est aussi une crise pour eux, mais eux, c'est une révolution culturelle qu'ils ont souhaitée en renvoyant Donald Trump à la Maison-Blanche en 2024. Donc, certains d'entre eux. Certains d'entre eux, oui. Vous faites bien de le dire parce qu'il ne faut pas parler des Américains comme d'un bloc monolithique, mais on se tromperait probablement en se disant ce qui va leur faire mal économiquement va forcément les inciter, la majorité, à regretter leur choix. Parce qu'ils n'avaient pas juste le choix entre deux propositions économiques, ils avaient le choix entre deux propositions sociales et culturelles. Il y a ça aussi, absolument. La question du wokisme, en revenant de la convention républicaine à Milwaukee, j'ai pris le train pour aller vers Chicago, puis il y a une femme qui se lève dans le train, puis elle dit hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va à l'aéroport de Chicago? Je ne suis jamais allé, là. On pourrait partager un taxi. Fait que, OK. Alors, ça, c'est parfait pour vous, ça. Parfait pour moi, mais là, j'étais pas en mode... mais les histoires, souvent, nous sautent dessus. Hein? Oui. Alors, là, on prend un taxi d'une petite ville, enfin, peu importe. Et là, on est, je sais pas moi, 45 minutes dans le taxi, puis là, elle commence à me dire, elle me demande comment j'avais trouvé le discours de Trump. C'est la fois où il a essayé, c'était très peu de temps après son attentat, c'était une semaine plus tard. Et dans son discours, il avait essayé d'être un peu rassembleur, puis d'avoir moins d'attaques, mais il est sorti souvent du texte. Puis c'est pas là-dedans qu'il est à son meilleur. Il est meilleur quand il y a de libre, quand il fait du Trump. Là. Quand il était sous compte. Fait que je dis, il me semble que c'était pas son meilleur. Elle dit, oh, ben voyons, c'était formidable. Puis là, elle commence à me raconter que sa fille est militante pour. était militante pour Kamala Harris, mais c'est correct, elle est jeune. Donc, mais elle, c'est une républicaine convaincue. Et le truc dont elle me parle immédiatement, c'est elle dit, vous trouvez ça normal que des garçons jouent au soccer avec nos filles dans les écoles? C'est un gros truc pour elle, là, que et on l'a vu que Trump
Là, on peut avoir toutes sortes de discussions là-dessus. Moi, je suis plutôt d'accord avec la position de la Fédération internationale d'athlétisme, c'est-à-dire qu'une personne qui, euh, qui, au moment de la puberté, était d'un sexe, ne peut pas changer de sexe pour aller compétitionner. Et en général, bien sûr, ça va être des hommes. Il n'y a pas de femmes qui s'en vont compétitionner. Il n'y a pas de personnes qui ont été biologiquement femmes qui vont compétitionner avec des hommes. Ça n'arrive pas. Mais peu importe, ça reste quand même très marginal, cette affaire-là. Mais pour elle, c'est un gros, gros truc. Et si on écoute Fox News, ils passent des heures à parler de ça. Et là, ils poursuivent le Maine qui ne veut pas embarquer avec les trucs de Trump. Donc, ça, c'est culturel. Est-ce que dans la vraie vie, c'est un truc qui est très répandu? Pas tellement. Mais ça vient chercher l'idée même qu'on se fait de ce que c'est un être humain. La Parce que, vie. de la vie, la Ouais, vie. ouais. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? Voyons. Mais c'est pour ça que c'était pas un détail pour des gens qui pouvaient même des fois, je dis bien des fois, reconnaître que c'était pas effectivement l'enjeu le plus important Mhm. au même Mais ça niveau peut que être le l'économie. déclencheur. Oui, parce que, on vient de le dire, c'est une façon de voir la vie. Donc, quand on ne s'entend pas avec des gens sur la façon de voir la vie, on ne peut même pas imaginer s'entendre avec eux sur la façon de faire du commerce, la façon Mhm. de s'occuper d'une économie, d'entretenir des relations diplomatiques. Et vous dites, vous êtes promené à travers les États-Unis, vous avez rencontré l'Amérique rouge, mais vous avez dit, il y a plus que des fans de Trump. Il y a des gens qui, par exemple, voulaient moins d'État, allaient voter pour Trump pour cette raison-là, mais n'étaient pas fans de Trump pour autant. Il y avait aussi d'autres teintes de bleu, plusieurs teintes de bleu. Oui. Et d'ailleurs, ces gens-là que vous avez rencontrés et qui se plaignaient comment dire, de la perdition économique américaine, de cette Amérique profonde qui réussissait à employer et à vivre et qui avait disparu, ce sont des gens qui auraient pu voter pour des démocrates qui auraient moins porté attention à ces questions-là sur le plan, par exemple, des transsexuels, la Oui. question du wokisme. On pense, par exemple, aux gens plutôt à gauche comme Bernie Sanders, qui avait averti d'ailleurs les démocrates James oui, Carville. qui avait averti les démocrates de ce danger que de s'éloigner des intentions et des sensibilités du peuple. Oui. Les démocrates ont commis des erreurs. Ah, bien sûr, mais moi, pour moi, il n'y a rien de plus ennuyant que d'entendre en ce moment, là, ça va durer longtemps, les espèces de lamentations entre démocrates. Parce que là, il y en a qui disent il aurait fallu être plus à gauche. Évidemment, le Ocasio-Cortez et ainsi de suite, on a trop voulu être centriste. Il faut prendre position plus pour les travailleurs. On les a oubliés. D'autres qui disent non, faut être plus à droite, il faut être plus. Regardez Clinton en 92, il était très centre, il n'était pas à gauche. Alors, ça, c'est normal, là, la défaite amène ce genre de questionnement-là. Mais en même Il y temps, a des circonstances, on ne peut pas oublier, on ne peut pas faire abstraction du fait que la vie est devenue très chère pour la plupart des gens, que ça s'est passé sous Biden, que Biden a été... il a fait plusieurs initiatives importantes, mais il a donné une impression vraiment d'impotence, pas d'incompétence, mais à la fin de son mandat, et que ça a enlevé beaucoup d'élan. Il y a des gens qui disent, par exemple, ça c'est intéressant, une des premières entrevues que j'ai faites, c'est avec Steve Schmidt. Steve Schmidt était l'organisateur de John McCain contre Obama. C'est lui qui a appelé l'équipe Obama pour concéder la victoire le soir de l'élection. Et il est un des fondateurs du Lincoln Project, qui sont des républicains contre Trump. On est en 2008, là. On est en 2008 quand il a appelé, quand il était... Donc lui, c'est un républicain. Ouais. Et même, ça, c'est pas à sa gloire, c'est lui qui a convaincu McCain de prendre Sarah Palin comme colistière. Et il y en a qui lui reprochent, ils disent que finalement, le MAGA origine un peu de ça aussi. Bon, en tout cas, peu importe. Quand Trump s'est présenté, lui est devenu, en 2020,
ils ont parti le Lincoln Project, ils ont mis beaucoup d'argent, puis ils sont intervenus énormément sur les réseaux sociaux pour contrer le discours de Trump, mais d'un point de vue républicain. Et quand Biden a gagné en 2020, il a appelé personnellement Steve Schmidt pour lui le remercier en disant, c'est ce que Schmidt dit, que sans eux, il n'aurait pas gagné. Bon, ça, c'est qui est le personnage. Alors, je le rencontre et il me dit, ça, c'est en avril 2024. Lui, parenthèse, avait promu un candidat pour contester Biden aux primaires. Mais ça n'a pas levé du tout. Et puis, je ne me rappelle même pas du nom de cet individu. Et lui disait, Biden, c'était implicite qu'il ne se représentait pas. C'était un candidat de transition. C'était le candidat qui allait sauver la démocratie, puis après passer le relais à la prochaine génération. Mais il se représente. Et lui disait, donc, il y a 1 an, si Biden perd, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il se retirait de la course, il sera le 2e pire président de l'histoire, puisqu'il aura permis l'élection du pire président de l'histoire, qui pour lui est un fasciste. Et ça, il disait ça il y a 1 an, avant tout ce qu'on voit en ce moment. Et donc, il ne pardonne pas à Biden, comme bien d'autres démocrates, mais là, ça commence à sortir, parce qu'il y a des livres qui sortent sur la campagne et sur l'espèce de déni. Certains disent cover-up. Je ne crois pas que c'est un cover-up, mais disons l'espèce de déni de Biden. Il ne peut plus faire la job. Les Américains le voient. Racontez-nous pas d'histoire, on le voit à la télé. Bon. Et lui disait que ça serait catastrophique. Ben alors, donc, on ne peut pas faire abstraction dans l'analyse. Donc, on peut dire qu'ils se sont positionnés trop comme ça, ils ont été trop élitistes, ils ont oublié le peuple. Mais à la fin aussi, c'est un combat entre 2 personnes. Et Biden a été là jusqu'au mois de juillet, tard. Et puis, il restait 100 jours pour Kamala Harris, qui n'avait pas eu le temps d'être testée, et ainsi de suite. Donc ça, oui, il y a plusieurs explications. C'est ça, il y a plusieurs explications. C'est juste que quand on décrit, et c'est vous qui le faites, le sentiment, en tout cas, c'est un des sentiments que vous avez retenu, là, ce sentiment de frustration devant une Amérique qui s'est désindustrialisée. Oui. Ben, on pourrait penser, si on se rappelle nos cours de sciences politiques 101, que c'est plus la gauche qui aurait pu répondre à ce désir-là. C'est la gauche qui est plus proche des masses populaires, des classes ouvrières. Donc, c'est pour ça aussi que la thèse voulant que les ouvriers, les classes populaires se soient retournés vers les républicains, elle est quand même forte parce que finalement, c'est un discours qui, que ce soit dans la propagande républicaine ou dans la vérité des faits, effectivement, les républicains en parlaient plus, ou en tout cas pointaient du doigt les démocrates comme les grands responsables de ça. Vous avez touché à une notion, ce n'était pas prévu que je vous en parle, mais je veux vous entendre là-dessus, la question du cover-up ou plutôt du déni là, concernant la santé cognitive de Joe Biden. Vous, c'est quoi votre position là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'on a caché ça? Parce que moi, je me rappelle, par exemple, lors d'un voyage en Normandie là, pour une commémoration du débarquement. Je vous avais vu ces images-là, j'imagine, où il s'éloignait d'un groupe. Dans la mauvaise direction. Dans la mauvaise direction. Donc, il faisait une photo protocolaire avec Giorgia Meloni, c'est le seul nom d'une des dignitaires dont je me rappelle. Et à un moment donné, il s'éloigne comme ça, et là, il y a 2 façons de voir ce qui se passe. On peut se dire, voyons donc, il n'est même pas capable de prendre une photo protocolaire. Et là, je me rappelle que dans des grands médias traditionnels américains, plutôt marqués à gauche, on disait, non, regardez, si vous regardez l'image au complet, on le voit qu'il s'en va vers un parachutiste. Il est proche de l'homme ordinaire, il veut discuter avec lui. En même temps, c'est que les médias, disons, je sais pas mal, le New York Post, ben là, il allait mettre ça très gros en montrant que ce gars-là était absolument plus capable. Moi, je pense pas qu'il est inapte. Je pense que on l'a vu dans différentes occasions. Il est encore capable de prendre des décisions, de comprendre, d'analyser des dossiers, mais il était certainement pas capable de faire campagne. Et on l'a caché, son entourage l'a surprotégé. Il a donné presque aucune entrevue.
On peut reprocher bien les choses à Trump, mais il est à la télé à tous les jours. Et dans des Évidemment, ils ont podcasts. choisi quelques journalistes, quelques faux journalistes, je dirais, mais aussi, il y a des journalistes des grands médias qui sont là. Ils les insultent, mais ils sont là tous les jours. Il y a un point de presse complètement Il est au front. improvisé. Ouais. Il est là. Hmm. Lui, il n'était pas là. Et donc, et ça, dès le début. Parce qu'il savait que. Mais il ne faut pas oublier qu'il a toujours été un gaffeur, même dans sa jeunesse. On sait qu'il est bègue et qu'il a combattu ça et que et souvent, ça l'amène je ne suis pas psychologue ou Non, vous êtes un orthophoniste, mais anthropologue qui refusait le oui, c'est titre ça. d'anthropologue. Mais donc- maintenant, je vais être orthophoniste quelques instants. Mais on dirait qu'il projette, il précipite un mot pour pas avoir de creux dans sa phrase. Et souvent, c'est un mauvais mot. Mais ça, il a fait ça de toute sa carrière. On dit, bon, encore, Biden, il a dit tel mot, il a nommé telle personne, c'est pas telle personne. Mais là, ça s'est aggravé. Et là, il y a un aspect cognitif, c'est évident, il y a un déclin. Ouais, C'est mais il clair qu'il y a un chutait déclin. aussi, il chutait beaucoup. Il y avait pas juste la tête, là, il y avait vraiment le corps Le complet corps. qui Moi, relâchait. je me là. souviens du débat, là. Après 5 minutes, c'était fini. Mhm. En le voyant marcher vers le lutrin, c'était déjà troublant. Il marchait comme un vieillard. Il marchait péniblement. Et on avait l'impression, là, c'est plus seulement ses phrases qui semblaient être en train de s'écrouler, c'était son corps lui-même. Alors, un cover-up, c'est, on sait qu'il est complètement inapte, mais on va mettre le personnage, puis on va tirer les ficelles par en arrière. Je crois pas ça. Je crois que les gens, en privé, il est encore capable. Il y a eu, si on regarde son bilan, il y a eu plusieurs initiatives importantes, mais il n'était plus l'ombre de lui-même. Et donc, on l'a. Mais donc, son entourage est coupable de ça, de l'avoir surprotégé. Et c'est leur faute si le moment où il a été exposé, le décalage était violent et fatal. Et c'est une des causes de la défaite des démocrates. Et c'est leur responsabilité. Là, après ça, le degré de déni, on peut en discuter. Moi, je ne crois pas à un cover-up comme tel. OK. Non, ben, il y a des gens qui disent simplement qu'on mentait, c'est-à-dire c'est ça qu'ils appellent par un cover-up. Ben, je vais donner un exemple. Oui, allez-y. Il y a un podcast de démocrates, une ancienne gang d'Obama. Ça existe, ça, des podcasts de démocrates? Oui, c'est ça. Oui, ils ne sont pas tous à droite. Pod Save America. OK, donc John Favreau et d'autres, des rédacteurs de discours d'Obama. C'est des démocrates. Et ce que je veux dire, c'est pas des anciens politiciens qui font du journalisme. C'est vraiment très, très partisan. Et quand est arrivé le débat, là, ils ont raconté une anecdote personnelle qu'ils avaient été quelques semaines avant le débat catastrophique. Il y a eu une grosse soirée de collecte de fonds avec des vedettes. Obama était là, puis il y avait des vedettes d'Hollywood. Et je pense que c'est John Colbert qui animait ça. Et en coulisses, eux étaient là. Et là, je crois qu'ils revenaient. C'est peut-être le moment où ils revenaient justement des commémorations En Normandie. Ouais. Et là, ils ont dit, ouais, on l'a vu, puis, mon Dieu, il avait l'air absent. Et puis, il était un peu, ils n'ont pas dit incohérent, mais alors, là, un mois plus. Mais bon, il est fatigué, c'est un vieil homme, il est peut-être un peu malade. Et là, un mois plus tard, arrive le débat, ça n'a aucun bon sens, etc. Et là, il raconte ça. Donc, est-ce que eux, en ne le racontant pas quand c'est arrivé, ils ont fait un cover-up? Non, ils se sont dit, pas en forme, le bonhomme, mauvaise journée, mais il ne côtoie pas au quotidien. Mais ils n'en ont pas parlé. Ouais. Mais non. alors, OK? Donc, c'est ça la nuance. Donc, l'intention malicieuse, eux autres, c'est pas l'entourage, mais les plus coupables sont les gens qui étaient dans son entourage immédiat. Ça, c'est clair qu'ils ont commis une faute
Cet homme-là n'aurait jamais dû être candidat, puis il aurait dû le dire, il aurait dû le faire, et ça aurait dû être fait en 2023. Ben c'est ça, c'est qu'il y avait un timing. Dans le timing, il y a des gens qui, et je les comprends, sincèrement, je les comprends d'avoir cru et de croire encore qu'il y a eu une certaine forme de mensonge. On va prendre le mot Oui, mensonge plutôt que le mot cover-up, parce qu'on c'est ça. n'a même pas la même définition du mot cover-up, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu des médias qui ont comme allumé là, publiquement, c'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu pour la première fois au lendemain du débat catastrophique. Et il suffisait d'avoir un compte Twitter pour voir ces vidéos-là passer depuis déjà des mois Oui, et mais il des y en avait années. beaucoup qui étaient malicieuses de ces Effectivement. vidéos-là. Mais il y Effectivement. avait quand même quelque chose qui effectivement était Pas dans le très déni. médiatisé. Non, c'est ça. Comme ah ben non, mais. Et là, les gens disaient oui, mais Trump aussi il se trompe. Bon. Mais Trump, malgré tout, Ouais, malgré les manifestement. erreurs, il y a une stamina, il y a une énergie qui est indéniable. C'est une force de la nature, ce gars-là. C'est pas possible. À son âge, là, à être debout pendant 2 heures, à improviser un discours, on peut dire qu'il est pas bon, on peut dire qu'il se trompe, il dit n'importe quoi, il ment, on peut tout dire ça. Mais le simple fait de pouvoir faire une campagne comme ça, avec plusieurs arrêts, ça montre une énergie qui est qui permet pas à l'accusation de déclin de prendre vraiment. Alors, au niveau général, parce que Biden, on la voyait, sa fragilité, tout le monde la voyait. Et donc, c'était, puis, c'était dans le rapport du procureur qui l'a rencontré sur l'affaire des documents secrets, hein, qui a dit un vieillard sympathique qui en perd un peu. Et donc, là, les lumières rouges étaient Ben allumées. oui. Puis là, ils ont dit c'est effrayant, franchement, c'est de mauvaise foi, ainsi de suite. Pas vraiment. Tandis que Trump, c'est sûr qu'il n'est pas à 100%, malgré ce qu'il dit, mais on le voit sur une scène. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui va. Qui est incapable, quoi. Pourquoi les Américains avaient-ils ce choix-là, et seulement ce choix-là? Non, mais c'est-à-dire qu'on est quand même en train de discuter depuis 15 minutes de santé cognitive Mhm. des deux côtés. Là. Mhm. Joe Biden, c'était plus flagrant, mais en même temps, Donald Trump, on se contente Ouais. d'une certaine composition. C'est-à-dire, on se dit, bon, ben, c'est quand même un homme de son âge, près de 80 ans. Pourquoi c'est inadmissible, un monde où ça serait 2 personnes dans la quarantaine ou dans la cinquantaine? C'est une excellente question. Peut-être que ça en dit sur l'époque. Hein? On n'est plus à l'époque de Kennedy, ou c'est plus l'arrivée des baby boomers. Trump, essentiellement, c'est un baby boomer à peu près, là, la frange la plus Ouais, vieille. il est entre 45 et 60, on dit généralement. Alors, donc, ça reflète le vieillissement de la population, mais il y a autre chose. C'est quand même incroyable que les démocrates, il y en a du talent là, chez les démocrates. Là. Il y en a dans le personnel politique, chez les gouverneurs, des sénateurs. Il y a des gens qui sont capables de faire là, ce job-là. Mais on ne détrône pas un président, on ne conteste pas un président sortant. Ted Kennedy a essayé ça contre Jimmy Carter, puis c'était quand même un Kennedy. Ça n'a pas marché. Donc, il y a cette espèce de pudeur à attaquer un président sortant. Deuxièmement, il a livré la marchandise. Il avait gagné. Donc, hésitation à le contester. Compliqué, dangereux de tirer dans son propre camp. Pour ce qui est de Trump, je peux bien élaborer des théories, mais pour moi, ça reste incroyable. Parce que lui, il a perdu. Et moi, j'étais convaincu, j'ai écrit des textes. Je me rappelle que j'avais écrit quelque chose comme s'il perd, on est en 2020, les républicains vont le laisser tomber comme une roche dans un étang. Ça n'a pas tout à fait été ça. Comment ce gars-là a survécu, à une défaite par 10 millions de votes, 2, au 6 janvier, les républicains ont eu peur, ceux qui étaient là. Mike Pence, qui était pendu en effigie,
euh, des gens là, qui entraient pour euh, saccager un lieu sacré de la démocratie américaine et qu'il encourage, laisse faire, et ensuite est accusé au criminel, cette personne-là va réussir à redevenir le candidat. Ça reste pour moi incroyable. Là, on peut arriver avec plein d'explications, mais pensons à ça historiquement, comment cette personne-là A pu se était faufiler. Oui, finie. oui, oui. Ouais, mais puis c'est même pas de se faufiler. Lui, il arrive avec toute son affirmation, avec toutes avec tout ce qu'il est. Ça reste un coup de force incroyable. Et comment se fait-il qu'ils ont tous eu peur de le contester? À la fin, quand elle a été la dernière, euh, Nikki Haley a commencé à dire qu'il il a insulté son mari, qui est un militaire. Lui, il s'est esquivé du service militaire sous de faux prétextes. Et puis, il a insulté des vétérans. Il a insulté John McCain en disant que c'est pas un héros. Les héros, ils se font pas. C'est pas grave, ça colle jamais. Et elle, au lieu de l'attaquer de front dès le début, elle a attendu d'être la dernière et de ne plus avoir aucun espoir pour commencer à l'attaquer un peu. Sinon, DeSantis s'est fait laminer. Ils ont tous eu peur de lui. Mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il a défié des codes que Oui, généralement on ne défie pas. il a cassé les codes. La liberté, parce que, bon, la prise d'assaut du Capitole est-il le grand responsable, oui ou non? Écoutez, c'est pas la question, mais il est associé, en tout cas, de près ou de un peu moins près à ça. J'oserais pas dire de loin, hein? Donc de près ou d'un peu moins près à ça. Et pourtant, les Américains lui ont pardonné. C'est vrai qu'il insulte les militaires. Dans l'espèce de mythologie américaine, on ne peut pas faire ça. Non, On parce peut que... pas s'en prendre à ces symboles-là. Et pourtant, c'est pour ça que je vous dis, il se faufile. Ouais. C'est parce que il réussit à passer à travers des petits trous. Et malgré les embûches, et malgré qu'on lui retienne la chemise par en arrière, il continue d'avancer. Oui, puis le Parti républicain tel qu'il était, parce que tantôt on a dit, c'est les républicains qui ont réussi à obtenir une certaine adhésion de milieux plus traditionnellement démocrates, des milieux populaires, des milieux ouvriers, etc. C'est pas tant les républicains, c'est Donald Trump qui a eu un discours qui plaisait. Parce que, et je reviens à ce que Steve Schmidt me disait, il dit c'est le plus grand menteur qu'il y a jamais eu comme politicien. Tous les politiciens mentent un peu par omission, exagèrent, ainsi de suite. Mais lui, il ment là, à longueur de discours. Mais c'est aussi un gars qui dit le plus la vérité. C'est-à-dire qu'il dit des vérités de base et il dit les choses crûment. Et donc, il est aussi quelqu'un qui cut the bullshit. Et ça marche. Alors, il a réussi à avoir l'affection d'une partie d'un électorat qui n'était pas traditionnellement démocrate. Et ensuite, ben, comment se fait-il que des gens comme Ted Cruz, des gens comme Mitch McConnell, plus maintenant, plein de gens très puissants au Parti républicain qui le ridiculisaient. Comment ça se fait qu'ils sont tous revenus près de lui? Ben, c'est parce qu'il allait livrer la victoire. C'est parce qu'ils ont peur de lui aussi. Et c'est dangereux, au moins politiquement, et peut-être autrement, de s'en prendre à lui. Donc, revenons à la question. Comment ça se fait que c'était le choix que les Américains avaient? C'est des circonstances tout à fait exceptionnelles. Dans le cas de Biden, c'est parce que les démocrates n'ont pas osé. Ils ont eu tort. C'est facile à dire après. Et ils ont eu peur de Trump, eux aussi, en se disant, le meilleur argument de Joe Biden, numéro 2, c'est le retour de Donald Trump. Mais on ne peut pas refaire le même numéro 2 fois, surtout après des années d'inflation et puis une grande insatisfaction populaire. Puis Trump, ben c'est ça. En tout cas, je pense, même si
j'ai écrit beaucoup là-dessus. Je pense qu'on va vraiment comprendre peut-être dans 5 ans, mais c'est un grand coup politique comme on n'en a jamais vu, je pense. Oui, puis pour ceux qui pensaient qu'on vivait au pays de la vie ordinaire et qu'il n'y avait plus grand-chose qui se passait, c'est peut-être un divertissement malsain, mais c'est tout de même un divertissement. J'ai envie de poser une question directe, puis vous pouvez être aussi subtil que vous le voulez, là, mais je vous demande surtout pas de vous défiler. Est-ce que c'est un fasciste, Donald Trump? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est un fasciste dans l'âme. Euh, D'abord, il veut obtenir tous les pouvoirs, n'accepte aucune contradiction. Il n'accepte pas le concept de démocratie. Aucun président aime être contredit, aucun président aime être cassé par la Cour suprême, se faire emmerder par le Congrès, c'est certain. Mais dans son cas, il y a une réelle volonté de contrôler et de se venger et d'attaquer tous les contre-pouvoirs. Il n'accepte pas la théorie même de la Constitution américaine, le génie, je dirais, de la Constitution américaine. Et au début, ça remonte à loin, il n'était même pas encore le candidat officiel. Il y avait des articles en 2015 pour dire « ce gars-là est un fasciste ». Et là, c'est devenu un genre de cliché. Est-ce que vous le pensiez en 2015? Moi, j'essaie de comprendre peut-être la genèse du positionnement qui est le vôtre aujourd'hui. Je ne pense pas avoir utilisé le mot à l'époque, mais... C'est quoi le déclic? C'est quand? Ben, je veux dire, il n'y a pas eu de déclic dans le sens que, pour moi, je l'écoutais quand il était candidat et je me disais, mon Dieu, j'aimerais ne pas comprendre l'anglais pour simplement recevoir la charge hargneuse de ses discours. C'est un peu, je sais pas moi, si vous écoutez un dictateur parler, si vous écoutez, oui, on est rendu là, je prends un exemple extrême, si vous écoutez un discours d'Hitler, vous ne comprenez pas l'allemand, mais vous sentez la violence dans le propos. Ben, Donald Trump, ça, depuis le début, je le considère comme dangereux. Mais dans son premier mandat, il y avait des gens qui le contrôlaient autour de lui, au plus haut niveau. Et donc, c'est ce qui fait aussi que les gens, que l'argument de dire, écoutez, il voulait faire ci, il voulait faire ça, il voulait faire accuser Hillary, il a vraiment essayé, il a déclenché des enquêtes contre ses ennemis, il a congédié le directeur du FBI, il a mis le fisc à ses trousses. Il a été obligé de se défendre, ça lui a coûté $1 million. À la fin, le fisc a dit, ah, non, finalement, vous avez payé trop d'impôts, on vous en doit. Mais c'est passé un peu inaperçu. Mais maintenant, autour de lui, il n'y a pas... Non, ça a permis de dire, ça n'arrivera pas. Ben oui, il est comme ça, il parle comme ça, mais regardez, là, est-ce qu'il l'a fait au premier mandat? Il ne l'a pas fait. N'ayez pas peur, ça n'arrivera pas. Mais donc, ensuite, écoutez, vous savez, le général Milley, qui était chef d'état-major interarmée des États-Unis, c'est le plus haut gradé de l'armée américaine, un général 4 étoiles, qui dit « He's a fascist to the core ». C'est pas un militant politique. Les hauts gradés américains, l'armée... Jusque dans sa moelle, c'est ça? Oui, il est fasciste, oui, c'est ça. Et lui, pourquoi il dit ça? Ben parce qu'il a travaillé avec. Et puis, les militaires américains, ils prêtent serment à la Constitution. Ils prennent ça très au sérieux. Ils n'obéissent pas à un président qui veut leur faire faire des choses illégales, genre tirer dans les jambes des militants. Donc, ces gens-là ont dit des choses extrêmement graves l'automne dernier. Lui et bien d'autres, et une quarantaine de personnes qui ont travaillé dans son entourage, qui ont sonné l'alarme. Ils n'ont pas été pris au sérieux, notamment par des gens de bonne foi qui disaient « Écoutez, là, c'est du discours, puis ça
ça peut pas arriver, puisque c'est pas arrivé. Et Mais c'est pas parce que je suis content que vous disiez bonne foi parce que je pense que ces gens-là, puis j'en faisais partie d'ailleurs. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce que moi, j'attendais la démonstration. Tu mhm. sais, quand l'argument de si on le met sur mute, il a l'air d'être en colère. Tu sais, Michel Chartrand aussi, si on le met sur mute, on dirait Non, un non, fasciste. c'est pas Pierre un Bourgault argument. aussi. Non, mais Pas c'est un argument ça. parce que vous me parliez de déclic. Oui, Moi, oui, oui. j'ai pas eu d'illumination. Du début, cet homme-là, je Vous aviez des considère que soupçons, c'est un imposteur et un homme dangereux. ce qui n'est pas un fasciste encore. C'est pour ça que je vous Oui, disais le mot, le je ne déclic. l'ai pas utilisé Non, parce non, que c'est de ça. toute manière, les comparaisons avec Hitler, bon, sont un peu faciles. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Mais revenons un peu en arrière. Il y a aussi, moi, il y a une chose quand même que l'éducation américaine a réussi, c'est que euh, pour, là je vais parler en général, pour tous les Américains, euh, la- 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 les contre-pouvoirs, là, les check and balance, c'est une chose qui est acquise. Ils savent ça. Président, oui, mais donc quand je parlais à des gens, pas des professeurs ou de droit ou des politiciens, mais des gens, là, je sais pas, un commerçant, n'importe qui était un républicain, mais qui ne l'aimait pas trop, mais qui allait voter pour lui, en disant, vous n'êtes pas inquiet qu'il pourrait aller... Non, voyons, écoutez, là, il reste les tribunaux, puis il reste le Congrès. Ça, la théorie des trois pouvoirs là, pour les Américains, ça fait partie d'eux, c'est aussi intouchable que la liberté d'expression. Donc, les gens n'ont pas eu peur de ça. Je pense qu'ils devraient commencer à avoir peur de ça. Et ce qui était en train d'arriver et ce qui était écrit dans le projet 2025, et c'est ce qui était aussi annoncé, mais là, le déni, il est du côté républicain, là. Qui était de dire, mais non, ça ne peut pas arriver, mais non, voyons donc, il y a les trois pouvoirs, ben non, on le sait, Ben, il était déjà du côté républicain, le déni. C'était pas des démocrates qui niaient le fait qu'il était mais fasciste. c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que des gens, par exemple, là, on voit Ted Cruz qui dit ça va être un bain de sang, les élections de mi-mandat, si ça continue. Ça n'a pas d'allure, l'affaire des tarifs. Ben, eux, quand lui parlait des tarifs, c'est pas nouveau, les tarifs. Il a dit c'est le plus beau mot de la langue anglaise. Il disait ça pendant la campagne électorale. Eux, le déni, c'était de dire mais non, c'est une tactique de négociation. Peut-être que ça l'est, mais disons que ça commence à être douloureux. Alors, et même si ça devait fonctionner, ça va avoir ruiné la réputation des États-Unis de façon très durable. Mais donc, eux avaient un déni par rapport au danger réel que pose Donald Trump. C'est pas tous. Ils sont pas là pour la fin de la démocratie, eux autres. Et par contre, il y en a qui croient à une espèce de monarchie présidentielle, là. Il y a des idéologues autour de lui qui sont de cette mouvance-là. Ça existe, Oui, ça. puis il est, en tout cas, à tout le moins ambigu sur l'idée qu'il ne se représentera pas. Exact. Euh, Juste ça, ben, c'est embêtant, on mais va dire. c'est là que moi, j'essaie d'être de bonne foi, puis j'essaie d'être intègre. Hein. L'intégrité, c'est l'honnêteté envers soi-même, Mhm, d'abord. mhm. Et moi qui étais méfiant face aux allégations de fascisme, qui étaient en réalité des accusations, maintenant, j'ai un petit peu plus de difficulté, pour ne pas dire beaucoup plus de difficulté à trouver ridicule cette idée-là. Mhm. Mais je ne donne pas pour autant raison à ceux qui se contentaient de l'idée physique ah, il parle fort, c'est un fasciste. Il Ouais, est en non, colère, non, c'est un fasciste. Je trouvais ça et je trouve toujours ça ridicule. Mais quand ouais. il a pardonné les gens qui sont entrés Ouais. au Capitole, pour moi, il y avait quelque chose de fondamentalement anti-américain là-dedans. C'est-à-dire, si vous êtes américain, vous respectez les institutions, Ben oui. les contre-pouvoirs, vous ne pouvez pas accréditer ce geste-là et cet événement-là. Et si vous faites ça, vous n'êtes plus un président américain qui respecte la Constitution, qui respecte Ben l'idée même voilà. de la République. Et bon, Ben, mais c'est pas juste le style. Je disais ça tantôt de façon euh, non, mais je sais juste qu'il y a pour plus faire de image. profondeur dans votre pensée, je le sais, ça. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'il disait. C'est surtout dans le contenu de son discours. Parce que il y a une déshumanisation des adversaires et il y a un projet qui est, qui est fasciste de plusieurs façons, c'est-à-dire l'accaparement des pouvoirs de l'État et une attaque en règle contre
le rule of law, la règle de droit, ou disons l'état de droit. Et comme disait Primo Levi, à la fin, ça finit par... À la fin, il y a des camps. Et c'est ça qui arrive. Et là, ça a l'air anecdotique, mais c'est extrêmement grave que le procureur du gouvernement fédéral dise à un juge, on a envoyé un individu par erreur. Non seulement par erreur, mais contre un jugement de cour qui disait que cet individu, M. Garcia, ne pouvait pas être envoyé au Salvador parce que sa vie était en danger. Et là, cette procureur a été suspendu et maintenant, la Maison-Blanche prétend que ce n'était pas une erreur. Et donc, là, on se retrouve oublions l'aspect, est-ce qu'il avait le droit, est-ce qu'il n'avait pas le droit. Vous avez quelqu'un, on sait qu'il est envoyé par erreur dans une prison horrible et on ne veut même pas corriger cette erreur-là. Là, c'est plus une question de... On n'est plus à gauche, on n'est plus à droite. On est dans l'honnêteté. Et donc, à la base, vous pouvez avoir la plus belle constitution au monde. Si la personne qui occupe la Maison-Blanche, qui a des pouvoirs considérables, est malhonnête, la constitution est menacée. Et comme il fait peur à tous ceux qui pourraient le contrôler dans son propre camp, parce que dans les partis, il y a souvent des frictions. Le président, parfois, se fait dire non par son propre parti. Ben, s'il leur fait peur suffisamment pour qu'ils ne s'opposent pas à lui, ben vous êtes dans une dérive. On n'est pas dans un gouvernement fasciste, mais lui, là, moi, ma conviction est que, comme personne, il a un esprit fasciste. Oui, puis ça devient après très compliqué à la défense de ceux qui, dès 2015, disaient c'est un fasciste. C'est vrai que si ce n'est pas Hitler, il n'est pas obligé d'être Hitler pour être un fasciste non plus. Franco n'était pas Hitler. Non. Mussolini n'était pas... C'est des styles différents, puis on n'est plus à la même époque. Et ça n'arrivera pas de la même façon. Mais si vous avez un président qui envoie des gens par avion qui n'ont eu aucun due process, c'est des choses qui sont dans la fibre américaine. C'est les Américains qui ont fait la promotion de ces questions-là et qui ont défendu les traités internationaux à ce sujet-là. Et si eux renient ça, ben, qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est ce pays-là? Et le dommage... Même si le pays peut quand même changer. On peut quand même changer notre rapport à certaines lois, à certains principes même. C'est le rejet de l'ensemble des principes qui devient douteux. Ben, exactement. Et la mondialisation, c'est une idée américaine. Maintenant, il y a eu des victimes de la mondialisation, mais les Américains, globalement, le pays en a surtout profité. Et la délocalisation des usines en Chine ou ailleurs, c'était au profit des entreprises américaines. Enfin, mais donc, sur la question du fascisme, pour moi, ça ne fait pas de doute qu'il l'est et que c'est son projet. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, mais moi, je suis convaincu qu'on va voir une forme de persécution de ses ennemis perçus par lui comme ennemis. On va voir des attaques beaucoup plus musclées contre des médias, peut-être des retraits de licence. On va voir ce genre de choses-là se développer jusqu'à temps que ce soit trop politiquement coûteux et que le Congrès se réveille. Parce que là, il commence déjà à avoir peur pour des raisons économiques. Parce que les sondages ne sont pas très, disons, flatteurs pour ces premiers mois. Est-ce que c'est difficile de composer avec des idées que vous exprimez depuis tantôt et qui me semblent quand même contradictoires dans votre façon de travailler, votre étant la façon qui est retenue par la plupart des chroniqueurs et des journalistes? Vous êtes allé aux États-Unis, humaniser des gens qu'on avait désignés les Américains et vous vous êtes dit, il faut aller plus loin. Il faut leur parler, il faut les comprendre. Et par la suite, l'élection est remportée par Donald Trump. Et là, je lisais l'une de vos chroniques, je pense que c'était le 13 avril, vous parliez de Trump comme du mal avec un grand M et de la bête. Et là, je me disais, il a ses opinions, Yves Boisvert, et elles sont informées. Donc, c'est déjà différent de ce qu'on peut lire souvent. Mais en même temps, on ne revient pas à une espèce de pattern où ce n'est pas un adversaire politique, c'est une bête.
Donc, les gens qui votent pour lui Mais sont la forcément... bête, je me souviens pas d'avoir écrit ça, mais oui, Oui, pour moi, c'est oui, je préfère aller voir la bête plus près en m'approchant avec ma petite lampe. OK, ouais, ça. Pas un reproche que je vous fais, mais... Non, mais pour moi là, vous allez trouver que je vais loin, là, mais pour moi, oui, il n'y a pas de nuance à propos de cet individu. Il incarne le mal, pour moi. OK? C'est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie et qui est extrêmement dangereux. Donc, oui, mal avec un grand M. Mais je ne juge pas les gens qui ont voté pour lui. Je juge ceux qui le savaient et qui se sont tus et qui l'ont coopté. Je juge même Nikki Haley, qui est allée à la convention. Je juge ces gens-là. Mais je ne juge pas les gens que je suis allé voir et qui disent, oui, ça prend un mur, un fermier qui voit les gens passer sur son terrain, parfois des migrants qui meurent, mais qui leur amène des bouteilles d'eau et puis qui a de l'empathie, mais il dit, ça nous prend Trump pour mettre un mur. Je comprends, lui. Je ne sais pas si je ferais la même chose à sa place, mais il faut, comme on dit, marcher dans les souliers des gens pour les comprendre. Pour moi, il n'y a aucune contradiction entre écouter les gens, écouter leur histoire et avoir ma propre opinion. C'est deux chapeaux, mais je pense qu'on fait ça, on fait ça tout le temps. Il faut faire ça. Il faut être capable de faire la distinction. Je m'en vais pas, moi. Des fois, des gens me disaient, ah, ouais, vous êtes un Canadien, vous devez être un peu à gauche. Bon. Puis je dis, ben écoutez, nous autres, je sais pas, ils s'en foutaient dans le sens que les Américains, ils sont très généreux de leurs opinions, mais je leur disais, écoutez, j'ai pas traversé le continent pour venir, comment dire, mal interpréter tout croche que vous allez me dire. Je suis vraiment venu pour vous écouter, ou comme disait Leonard Cohen, I didn't come all that way to fool you. Alors, donc, pour moi, c'est une démarche qui reste fondamentalement, journalistiquement nécessaire et qui doit continuer. Comprendre les gens, c'est une chose, et les respecter, mais en même temps, dénoncer un individu qui est en train de disons, déséquilibrer la planète de plein de façons et de propager la haine aussi. Ça, pour moi, il n'y a pas de problème à le faire ensemble. Mais je ne vais pas aller, autrement dit, je ne vais pas aller dans un bar au Kentucky pour m'engueuler avec des gens. C'est pas ça le point. Si je vais là, c'est pour écouter, pour comprendre. Donc, la nuance est possible aussi longtemps qu'elle est capable de s'imposer. Non, la nuance est non seulement possible, elle est toujours nécessaire. Maintenant, il n'y a pas de nuance pour moi. Parce que parfois c'est noir. Parfois c'est blanc. Et la plupart du temps, c'est entre les deux. Mais dans le cas de Trump, pour moi, il n'y a pas de nuance. Ou très, très, très peu. À savoir quelle est la nature de son projet politique et de sa personnalité. Merci, Yves Boisvert. Avec plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, écoutez, abonnez-vous, partagez-le. J'aime beaucoup le bouche à oreille. Ça fonctionne encore à l'ère des réseaux sociaux et c'est nouveau. Vous pouvez désormais vous abonner pour avoir les épisodes à l'avance. À la prochaine.